Je vous ai mis une petite photo du centre Hyperbar. Je vais simplement, alors on voulait aborder la visite médicale, mais Vincent l'a bien abordé, donc je vais vous donner un ou deux éléments un peu complémentaires. Et puis après, on avait décidé de réfléchir sur un petit peu une analyse d'accident pour essayer d'en déduire des mesures préventives et surtout vous les proposer pour vérifier qu'elles restent quand même compatibles avec votre activité. Donc ce sera à mon avis cette deuxième partie qui sera intéressante. Le centre Hyperbar, donc à Marseille on a une particularité, on a deux caissons Hyperbar, il y en a un dans une clinique qui s'appelle Clairval et un à l'hôpital dans lequel on a la chance d'avoir 3 chambres Hyperbar et surtout de recevoir les urgences sur un secteur qui peut être assez large puisqu'on va, alors on a Toulon d'un côté, on a Avignon qui peut un petit peu gérer quelques urgences et puis après Perpignan, Lyon au-dessus, donc on a quand même un secteur assez large. Néanmoins, pour ce qui est de la plongée spéléo, on se rend compte que les gens qui ont une grosse activité spéléo en termes d'hyperbarie, c'est Lyon et c'est Toulouse. Donc moi je vais vous rapporter mon expérience. Quand on regarde, quand je vous dis une grosse activité, on verra que le nombre d'accidents reste quand même très très faible actuellement, donc c'est plutôt rassurant. Notre caisson actuellement fait à peu près 11 000 séances par an. Pas pour les plongeurs, je vous rassure. On fait 100 accidents par an, ça représente à peine 300 séances. Donc un caisson Hyperbar, ça sert surtout à autre chose qu'à traiter de l'accident de plongée. En termes de visites médicales, c'est à peu près 500 visites, donc c'est assez intéressant parce que ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain et surtout de voir si ces visites médicales ont un vrai impact dans la prévention. Deuxième activité, c'est un centre de recherche qui est mixte avec le ministère de la Défense, où là aussi on a appris beaucoup de choses. Et j'ai eu la chance, moi, de faire une thèse de science avec des nageurs de combat sur les immersions prolongées. Et vous verrez que finalement, probablement, alors qu'on se focalisait toujours sur la pression, les durées d'immersion, ce qui nous pose énormément de soucis, c'est les contraintes d'immersion. Et ces contraintes d'immersion, elles impactent directement sur le cœur. Et c'est pour ça qu'on était, il nous semblait indispensable de vous parler surtout de la problématique cardiovasculaire. Et puis quand même également un peu de terrain, ce qui nous permet aussi de réfléchir sur, une fois que l'accident est arrivé, parce qu'on n'a pas réussi à le prévenir, ben, qu'est-ce qu'on met en place pour éviter qu'il y ait des conséquences trop délétères? Qu'est-ce qu'on peut vous proposer en termes de filière de soins et de prise en charge pour vous amener au plus vite vers des caissons Hyperbar ou vers des services adaptés? Sur la visite médicale, réglementation, spécificité pour la plongée, j'ai 5 diapos. Vincent a abordé déjà 4, donc ça va aller très très vite. La réglementation, on l'a dit, 2016, donc il y a un petit peu une modification, ce qui n'était pas choquant. Hein. Au lieu de faire une visite médicale annuelle, on propose de faire une visite médicale triennale, sauf qu'on estime que la plongée reste quand même une activité dite à contrainte particulière et par conséquent, on maintient une visite médicale annuelle. Pourquoi pas? Sauf que cette visite médicale annuelle, on nous demande simplement de faire un peu plus attention à l'ORL et aux dents, donc c'est quand même une vaste escroquerie. Et lorsqu'on regarde un petit peu les recommandations de la fédération délégataire, on nous dit ben, finalement n'importe quel médecin peut faire une visite médicale annuelle pour un plongeur, donc on aurait vraiment mieux fait de ne pas vous emmerder et de demander un certificat annuel. Alors si quand même on vous a ciblé, vous particulièrement, vous êtes peut-être les seuls, en tout cas ceux qui font du trimix hypoxique, à devoir être vus par un médecin fédéral, médecin de plongée ou médecin Hyperbar. Je vous dirais, moi je suis beaucoup plus inquiet de voir des gens plongeurs loisirs qui n'ont aucune activité physique, qui sont cafés de facteurs de risque et qui plongent dans 30 mètres d'eau, que de voir vos profils de plongée en spéléo où finalement vous allez voir une visite particulière. Dans cette visite particulière, quand on va voir un petit peu les recommandations, on n'a pas grand-chose. Il y a un règlement médical de la fédération, on ne sait pas trop ce qu'on doit vous proposer de plus. Et vous êtes encore ciblé sur le certificat, vous devez être vu par un médecin dit spécialisé. Moi je vous recommande d'aller fouiller un petit peu plus. Je vous recommande quand même fortement, pour ceux qui font du trimix normoxique, d'aller voir quand même des médecins qui connaissent un petit peu la médecine de plongée. Et on a eu la chance d'avoir Jean-Louis Mélier, qui est un ancien de la marine, qui a été médecin du travail, qui est retraité, qui a coordonné un travail sur l'aptitude médicale pour les interventions milieu Hyperbar pour les professionnels et qui est en train de mener un travail similaire pour les plongeurs loisirs, dans lequel il y aura bien évidemment une partie plongée mélange et plongée recycleur.
Et ces recommandations, elles font là aussi 250 pages, mais vous avez pas mal de données pour, si un jour vous avez un peu d'hypertension artérielle, si vous avez un peu d'asthme, vous pouvez aller voir dedans quelles sont les recommandations. Vous verrez que ça vous rassurera, parce que notre objectif, c'est d'essayer de trouver toujours une solution pour vous permettre de poursuivre votre activité. Alors ça fait 300 pages, il est peut-être plus simple d'aller sur des auto-questionnaires, et comme l'a dit Vincent, on souriait un petit peu avant. En fait, ces auto-questionnaires, ils vous permettent de faire face un petit peu, entre guillemets, aux défauts de compétences de vos médecins de proximité. On nous a souvent dit que les médecins étaient un frein au développement de la plongée bouteille ou plongée mélange, parce qu'ils étaient peu accessibles et que donc il fallait démocratiser l'accès à n'importe quel médecin pouvait faire une visite. Et je pense qu'il faut mieux pas faire de certificat qu'aller voir un médecin qui ne connaît pas la médecine de plongée. Par contre, n'hésitez pas à avoir un auto-questionnaire. Vous cochez ces auto-questionnaires, il est clair que si vous cochez une case, c'est quelque chose qui est potentiellement un motif de restriction, de contre-indication à la plongée. Donc s'il y a une case qui est cochée, allez chercher de l'information par téléphone, par mail, ou faites un peu de route pour aller voir un médecin compétent qui connaît le domaine. D'accord? Sinon, si votre questionnaire est strictement normal, vous allez voir votre médecin traitant, il vous revalide votre certificat pour l'année et tout le monde sera content. Je voulais quand même insister sur 3 points dans la visite médicale pour votre type d'activité. Le premier, c'est le risque de... Alors, l'oxygène, hein, c'est quelque chose qui est essentiel pour vous. Il y a quand même ce risque de crise hyperoxique. Avant, on vous disait, bah ouais, vous faites de la plongée mélange, on va aller vous rechercher un risque épileptique, on va vous faire un électroencéphalogramme. Sauf qu'on sait très bien, et ça a été, on les a tellement énervés, les gens qui sont spécialisés dans l'électroencéphalogramme, qu'ils ont bien écrit que la réalisation d'un EEG systématique dit de dépistage doit, à leur avis, être évitée, en particulier avant l'obtention d'un poste de travail en conditions hyperbas. Donc ils avaient bien focalisé la plongée. Il n'y a aucun intérêt à faire un EEG si vous n'avez eu aucun antécédent en rapport. Par contre, on va vous mettre un peu en garde sur des choses qui peuvent modifier votre seuil épileptogène, et notamment sur des syndromes dépressifs où il y a des traitements qui vont impacter sur le cerveau. Également, certains médicaments, il y a des gens qui sont allergiques, qui prennent des antihistaminiques, qui sont des médicaments qui sont donnés de façon très courante. Il faut savoir que ces médicaments peuvent modifier le seuil épileptogène. Donc il y a un certain nombre de traitements et de contextes qui font qu'on va être particulièrement attentif. Et moi, je vous invite quand même, lorsque vous modifiez un traitement dans l'année, de faire très attention, parce que le risque hyperoxique est quand même un risque qui est non négligeable dans votre type de pratique. Donc, aucun intérêt à faire un électroencéphalogramme. Par contre, si vous avez des antécédents neurologiques ou si vous prenez des médicaments, regardez bien sur la notice qu'il n'y ait pas de modification du seuil épileptogène, parce que c'est quelque chose qui est fréquent. Et nous, sur 11 000 séances dans l'année, alors on utilise des doses d'oxygène, nous on est à 2,8 de pression partielle en oxygène. Sur 11 000 séances, on a 2 à 3 crises convulsives hyperoxiques dans l'année, et généralement c'est lié à des prises médicamenteuses ou à des sevrages de médicaments, notamment les médicaments pour dormir, qui peuvent, lorsqu'on les arrête, faciliter des crises convulsives. La deuxième chose, c'est les oreilles. Vous savez tous, je ne sais pas si c'est vos oreilles. Alors certains vous disent qu'il faut vraiment faire très attention, être vu régulièrement par des ORL. En fait, on se rend compte que la plupart du temps, les incidents sur les oreilles arrivent dans un contexte de rhinopharyngite, d'infection. Et ce qui est très difficile pour vous, c'est lorsque vous avez prévu depuis longtemps une plongée spéléo, le jour où vous arrivez, malheureusement vous êtes enrhumé, vous allez partir avec ce rhume. Et c'est très embêtant parce qu'on sait que l'hyperoxie modifie la perméabilité tubaire. Donc si vous avez déjà en plus un rhume particulier et vous dites que vous souhaitez quand même aller plonger et que l'hyperoxie risque d'aggraver cette cette possibilité de perméabilité tympanique au niveau de la trompe de stage, ça peut être problématique. Et moi je vous incite fortement alors à éviter de vous prémédiquer systématiquement, mais n'hésitez pas, lorsque c'est comme ça, à avoir au moins une ordonnance type pour vous prémédiquer avant une plongée. On a, en tout cas, une des principaux types d'accidents de plongée, c'est l'accident de l'oreille interne,
et on sait très bien que cet accident de l'oreille interne, souvent, il commence par un forçage et après, avec l'inflammation, vous allez faire un accident de désaturation sur l'oreille, ce qui peut être quand même fortement problématique. L'accident de désaturation de l'oreille interne, c'est des vomissements très intenses et des vertiges, et si vous avez des paliers à terminer en cloche, ça peut être très compliqué. Donc là aussi, l'oreille, je pense qu'il ne faut pas hésiter, si vous êtes enrhumé, à pas vous... Enfin, en tout cas à consulter ou à demander à avoir un traitement type pour éviter cela. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent sur nos accidents, il y avait toujours un contexte de rhume, alors ça sera soit du barotraumatisme, soit de l'accident de désaturation, et c'est un vrai souci. Sur le cœur, j'étais sûr que Vincent en parlerait, mais je pense que l'électrocardiogramme est essentiel. Et sur le poumon, on voyait plus de toxicité pulmonaire, l'effet Lorentz-Smith, jusqu'à ce que les spéléos reviennent sur des immersions beaucoup plus prolongées. Et c'est vrai qu'on recommence un peu à avoir des effets toxiques sur le poumon. Et je pense qu'en fonction de vos durées d'incursion et de vos doses d'oxygène, il est quand même intéressant d'avoir une surveillance spirométrique pour vérifier quand même qu'à long terme, que cette hyperoxie n'impacte pas sur le poumon. Je n'irai pas plus loin sur la visite. Les ouvrages, on en a parlé. Je pense que vraiment le cœur, c'est un axe prépondérant dans votre type d'activité. Après le broussole, bien évidemment. On avait fait aussi, on avait abordé pour l'ANSES un rapport qui évoquait un petit peu les problématiques liées au mélange et aux recycleurs dans le milieu professionnel, qui était plus un ouvrage de conseil pour les employeurs, puisque la plongée professionnelle a enfin compris, en dehors des militaires qui l'avaient compris depuis très longtemps, que le recycleur peut être un outil de sécurité et que la plongée mélange également, pour la plongée à plus de 50 mètres, est également un outil de sécurité. Puis ceux qui veulent un peu plus de renseignements sur la visite médicale, il y a ce petit texte qu'on avait écrit pour la revue de médecine du sport qui aborde à peu près tous les sujets.